Bienvenue à Reflet Diaspora, votre nouveau rendez-vous avec celles et ceux qui ont décidé d'aller vivre ailleurs, souvent par choix, mais aussi hélas parce que contraints, nous cherchons tout simplement un ciel plus clément, un avenir meilleur comme on le dit souvent. Les violences envers les femmes, les causes, les dispositions prises pour endiguer ce phénomène. Voici autant de sujets que nous allons aborder lors de ce numéro qui a pour thème Immigration, femmes et droits. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Thiambel Guimayara, qui est directeur de publication de La Voix du Mali. Madame Maladon Camara, qui est présidente de la coordination des femmes de la diaspora malienne de France, et Madame Dalla Dramé, qui est secrétaire générale de la coordination des femmes de la diaspora malienne de France. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, chers invités, je vous invite à suivre ce reportage. Pour ça, on a créé ce forum qui est FAOD, ça s'appelle, Forum des femmes actives pour l'atteinte du développement durable et l'émergence. C'est surtout l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc c'est toujours sensibiliser concernant tout ce qui concerne les femmes. Les violences faites aux femmes, le développement surtout. Que les femmes, l'autonomisation des femmes avec l'aide de l'État, des entreprises privées, de la société civile. Donc j'espère que vous allez nous trouver aussi des partenaires. En ce qui concerne la violence aux femmes, surtout en Europe, moi je pense que c'est dû à la malcompréhension et le non-dialogue qui existe, qui est instauré dans les familles. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Les femmes, on ne doit pas arriver à cette violence aujourd'hui qu'on vit presque tous les jours ici, qui n'est pas dans nos coutumes déjà. Bien sûr qu'on est en Europe, mais quand il y a un problème dans la famille, l'homme doit savoir que c'est lui le responsable, le premier responsable. Il doit instaurer le dialogue d'abord. Dialoguer avec sa femme ne veut pas dire que tu te rabaisses, mais c'est pour comprendre cette personne aussi, qu'est-ce qu'elle attend de toi. C'est très important. Et ne pas trop mettre dans la structure villageoise. Je dois parler, il ne doit pas me répondre. Non, la femme, c'est un être humain comme toi, il peut te répondre. Mais ça dépend sur quel ton il t'a répondu. Si tu ouvres un dialogue constructif, elle sera constructive. Si tu la construis négatif, elle sera négative. L'appel que je lance à tous les Maliens, c'est d'essayer de dialoguer avec nos épouses. Comprendre qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce que nous aussi on attend d'eux. Et n'oublions pas que dans ce conflit-là, elle est très très grave par rapport à nous-mêmes, mais il ne faut pas qu'on oublie nos enfants. Ces enfants qui sont avec nous, ils entendent, ils voient, ils savent qu'est-ce qui se passe dans la maison. Ne pas trop donner la mauvaise image à la famille auprès de nos enfants. Par rapport aux questions de la violence faite aux femmes, c'est un peu... Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui nous sommes arrivés à un tel point qu'on est perdu. Parce que c'est un mélange, parce que je vais parler par rapport aux cultures, à notre culture, pardon, à nos traditions. Lorsqu'on arrive sur ces terres, on est mélangé entre deux cultures. On oublie nos traditions et on essaye de s'intégrer. C'est justement le problème d'intégration aujourd'hui qui pousse les maris à violenter leurs femmes. Parce que les femmes, elles sont incomprises. Elles essaient de travailler. L'homme a peur qu'elle gagne plus. L'homme a peur qu'elle s'émancipe. Donc il y a beaucoup de choses qui engendrent justement cette violence faite aux femmes. Et donc moi, j'aimerais bien que notre communauté aujourd'hui s'interroge sur les questions qui provoquent justement ces violences faites aux femmes. De retour sur notre plateau, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec une loi du Code civil de 1804 des Français qui dit que l'homme doit protection à sa femme et la femme obéissance à l'homme. Chers invités, quel bilan pouvons-nous faire de l'évolution de cette époque à nos jours? Je vais commencer par vous, Monsieur Thiambel. Merci Maria, merci de m'associer à ce débat, je remercie et je salue par cette occasion les téléspectateurs. Je dois dire que c'est une thématique assez importante. Cette loi, certes, est une référence juridique en France, mais en réalité,
l'histoire et l'évolution de la femme, nous l'intégrons dans notre sociologie et dans notre histoire en tant que Maliens. Le rôle de la femme, son symbole, sont décrits depuis l'Antiquité dans nos sociétés. Elle est en tout cas la cheville ouvrière de la famille. Elle est la maîtresse de la maison. Elle est le centre de gravité de notre société. Toutes les victoires, à la base, sont liées à la collaboration des femmes. Et plus récemment, par rapport à cette loi française dont nous partons, loi de la femme, c'est vrai que la France a légiféré en premier, c'est un pays qui est une référence pour nous autres, mais en réalité, notre sociologie n'est pas en contradiction avec ces pionnières qui ont lutté au Mali pour l'accession de notre pays à l'indépendance, pour les luttes même, pour la résistance à la colonisation et jusque-là. Le bilan est mitigé parce qu'il nous fixe un cap, selon moi, il nous fixe un cap qui est celui de la France, qui est propre à l'histoire française et en même temps, il prend en compte notre propre histoire. Ce bilan juridique s'adapte sur notre propre histoire. Madame Camara. Bon, moi, je pense que la femme doit obéissance à son mari, comme c'est réciproque. Le mari aussi doit obéissance à sa femme. Pour avoir une bonne éducation des enfants, il faut que les rôles soient réciproques. Parce que une famille, c'est basé sur, c'est le pivot de la femme. C'est la femme qui passe généralement plus de temps avec les enfants, qui gère mieux la famille que l'homme. L'homme, généralement, il va au travail. Donc. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Par rapport à cette loi, moi, ce que je dirais, c'est que il faut la faire évoluer. Je pense que c'est une loi qui est, de nos jours, elle est dépassée. Une femme doit obéissance à son mari. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. En tant que femme militante, je pense que, comme dit Malado, ça doit aller dans les deux sens. Dans un premier temps, avant, les femmes ne travaillaient pas, elles s'occupaient juste de la maison, et aujourd'hui, les femmes font exactement les mêmes choses qu'un homme, sinon plus, parce que en plus de toutes les tâches qu'on fait, on va au travail, on est militante associative, en tout cas pour nous, on s'occupe des enfants, on les dépose à l'école, on les ramène de l'école, on fait les devoirs avec les enfants, on fait plein de choses, on fait beaucoup plus qu'un homme. Donc je pense que s'il faut obéissance, pour rester égalitaire, ça doit aller dans les deux sens. Comment ça se définit, cette égalité entre hommes et femmes? Quand on dit égalité, c'est égalité des chances, égalité des droits. Toutes les femmes travaillent et étudient comme les hommes. Donc, pourquoi la femme devrait faire obéissance à l'homme? Moi, je pense que la loi, elle doit évoluer. Il faut la faire évoluer. Tchamel. Alors, cette égalité, ça se définit comment? Oui, j'entends l'approche sociologique de l'égalité entre hommes et femmes. C'est de nature. L'égalité entre femmes et hommes ne doit pas être en termes de rivalité. Ça doit se comprendre plutôt en termes de complémentarité. De toutes les façons, la femme, elle est la mère, elle est la sœur, elle est la grand-mère, elle est l'épouse. À tous ces niveaux, elle est consultée dans son rôle, dans nos sociétés, et son avis compte plus que prioritaire. Quand on veut cumuler cela avec la législation française en égalité, en droit de femmes, en complémentarité, en droit électif et surtout là où la discrimination est criarde, c'est en termes de traitement de salaire. Ça ne passe pas. Ça, c'est des difficultés quand même sur lesquelles il y a un point. Et la représentativité, elle est naturelle. Ce rôle social, on ne peut pas le dévoluer aux femmes. Maintenant, le rôle actif dans la vie de tous les jours également, ça s'impose. Parce qu'à diplôme égal, à salaire égal, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on doit être traité de la même façon. Mais malheureusement, il y a des sociétés aussi machistes qui ne font pas confiance à la femme, qui ne la donnent pas tout ce rôle-là. Mais de toutes les façons, ça finit par s'imposer. C'est une lutte de longue haleine qui a commencé par nos prédécesseurs, qui doit se poursuivre, qui n'est pas aussi qu'une affaire de femmes aussi, c'est une affaire d'hommes aussi. Parce que la preuve, je suis seul entre mes sœurs et mes mamans ici, et je crois que cette lutte-là ne peut qu'être solidaire.
On vient de parler d'égalité, de tout. On peut pas parler de droits de femmes sans parler de violence, un thème qui fait pas mal de bruit en ce moment. Alors, quelles sont les violences que les femmes peuvent être confrontées? La pire des violences, c'est l'injustice envers la petite fille. C'est la violence, ce sont les violences conjugales. C'est les violences à la petite enfance. Ce sont des violences discriminatoires. Parce que tu es femme, tu n'as pas droit à une partie de l'héritage. Ce sont ces quelques violences-là que je note. Le paravent, c'est l'éducation. Quand une fille est éduquée, elle est bien formée, elle finit par se faire respecter et elle s'impose d'elle-même. Il y a violence physique. Les femmes sont un peu victimes de tout. Parce que si on dit violence, il y a une violence silencieuse que les gens ne comprennent pas. Un homme, il peut te tuer sans te taper. Maltraitance, il te maltraite doucement, jusqu'à qu'il te rend malade. Il y a des hommes comme ça. Les femmes souffrent de plusieurs violences, de plusieurs injustices. Dans les nominations des places, les femmes sont victimes. Quand il y a une guerre, les femmes sont victimes. Violence, on viole les femmes, on viole nos enfants. Quand il y a une guerre, les femmes sont victimes un peu de tout. Je peux prendre l'exemple sur un homme qui est en prison, il sort de la prison. Qu'est-ce qu'il fait? La première reproche, il dit oui, quand j'étais en prison, tu n'étais pas sérieuse, tu as fait ça. Ça trouve que la femme a souffert, elle est épuisée, elle est rentrée par elle a tapé Sur toutes les portes. Sur toutes les portes pour chercher une solution, mais les hommes, ils s'en fichent. Dès qu'ils sortent, généralement, on voit que c'est le divorce après. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est des choses à bannir et à condamner par tout le monde, que ce soit ici en France ou au village, comme tu l'as dit. C'est vrai que dans le milieu soninké, quand les femmes sont maltraitées et qu'elles vont se plaindre dans leur famille, souvent on leur dit non, retourne chez ton mari, ça va aller, il faut pas qu'on ait la honte sur nous. Je pense qu'il faut aller au-delà. Ouais. Justement, on va en venir. Il faut aller au-delà et comme disait Chambel, la chose à faire, c'est éduquer les femmes, les pousser à aller à l'école, ne pas les stopper dans leur évolution, quoi. Si on n'est pas éduqué, quand je dis éduqué, c'est vraiment dans le sens éduqué d'aller à l'école, on connaît pas ses droits. Et même ces personnes-là, il faudrait, même si elles n'ont pas été à l'école, il faudrait aussi peut-être mettre des choses en place pour les informer de ce qu'elles ont droit ou pas droit d'accepter ou pas. Ouais. Mais en tout cas, il faut dénoncer, il faut pas rester dans le non-dit. Mais concrètement, quelles sont les causes de ces violences? C'est compliqué. Alors ici, je pense que il doit pas y avoir de cause pour rien n'excuse de la violence envers qui que ce soit. Après, il y a aussi des hommes maltraités. Hein. Ouais. Moi, on l'a entendu, je l'ai pas vu, mais j'ai déjà entendu qu'il y avait des hommes maltraités. Il faut aussi les condamner. C'est aussi condamnable qu'une femme qui est maltraitée. Il n'y a pas de cause. C'est pas parce qu'on a perdu son emploi qu'on doit venir se venger sur son conjoint. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi dans la vie qu'il faut se venger sur l'autre. Non, c'est c'est la vie, il faut se battre et puis voilà. Jamel. Oui, j'entends bien ce qui s'est dit, c'est une réalité. Nous vivons dans un monde qui est malade. Ce monde est fou. Il est fou, plus que fou sur ce plan, parce que on ne peut pas l'imaginer, nous, en tant que Maliens, en tant qu'Africains, s'attaquer à celle qui donne la vie. La femme, elle donne la vie. Et le symbole de la vie est important dans toutes les sociétés. Rien ne peut expliquer une violence envers une femme. Mais c'est aussi inhérent en l'homme. Voilà. Pour en venir, Dalal disait tout à l'heure que c'était un tabou dans la communauté malienne. Mais comment ça se fait? La violence est un tabou parce que il y a des faits en milieu soninké, par exemple, qui est le premier état noir. Une femme qui quitte la cellule familiale par mésentente et qui est répudiée ou qui se rend sur ses parents,
elle est plutôt chargée encore de revenir parce que les familles n'acceptent pas cela et considèrent ça comme un échec d'une éducation. Et donc la femme, elle souffre dans son âme et son conscience. Elle est rejetée par son mari, elle est rejetée par sa famille. Il faut être psychologiquement assez forte, avoir des ressources nécessaires, parce que c'est ni le père, ni la mère, ni les tantes et les tontons qui t'accompagnent dans cette histoire. Tu peux trouver quand même une amie ou un tonton ou un parent proche qui s'accroche, qui essaie de comprendre, qui essaie d'écouter. L'écoute est nécessaire, oui. Mais c'est social aussi, c'est sociologique, c'est notre société certaines sociétés qui reprouvent cela. Par contre, quand les deux se retrouvent, si légalement, c'est mal vu d'ailleurs d'aller porter plainte contre son mari ou sa femme au Mali, mais même si la loi le permet, même si une femme victime de violence, on peut éconduire le Mali du domicile conjugal, placer les enfants par protection, rarement on a recours à cela. On résout ça par les mécanismes de la société qui montrent ses limites. Moi, je crois que les deux vont de pair. La loi doit être jusqu'à bout et concilier ça avec le mécanisme de réconciliation. C'est tabou parce que c'est mal vu par la société, c'est rejeté par la société, c'est un échec par la société, c'est des déchets par la société. On refuse d'accepter l'inacceptable. Ok, la réalité, peut-être que nous sommes tous responsables. Donc on peut dire que la communauté africaine ne donne pas assez les moyens aux femmes de faire face à ces violences. Je ne dirais pas ça concrètement comme ça. Peut-être que la société africaine n'est pas comprise. Les valeurs de la femme dans les sociétés africaines ne sont pas légiférées. Dans nos pays africains, on prend des législations en fonction de la lutte des femmes ouvrières des États-Unis pour la Journée internationale de la femme, de la résistance de la femme en France par rapport à Marianne, mais on ne prend pas, par exemple, des lois par rapport à Nyéléni, au courage de Nyéléni, ou par rapport à la combativité de Awa Keïta, ou par rapport à la femme rurale, à la femme du Sahel, celle qui m'a élevé au dos, qui partait au morigot, qui portait l'enfant au dos, qui donnait le sein dans le dos. On ne légifère pas dans ce sens. Et ça interpelle les femmes intellectuelles qui sont là. C'est leur combat. On ne légifère pas, par exemple, par rapport à la femme issue de l'immigration, celle qui a rejoint son mari en fonction, par rapport au regroupement familial, qui vit ici, qui élève ses enfants dans des conditions difficile, qui a connu les deux plans, qui a connu le Mali, la législation malienne, qui est venue en France, qui s'est intégrée à la société française, qui a éduqué son enfant à la dure, sans être accompagnée, sans être aidée, parce que elle ne parlait même pas la langue, qui a rejoint son mari, qui a fait le saut dans l'inconnu. La Maladon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la société africaine donne assez les moyens nécessaires aux femmes pour faire face à ces violences? C'est dans les domaines associatifs, les femmes viennent nous voir aussi. J'ai rencontré une femme qui m'expliquait, elle dit qu'elle veut divorcer, elle ne sait pas, ses parents sont contre, mais par contre, elle est là, il n'y a rien, le mari a des problèmes. Bon, elle supporte tout ça sur elle, tout ça c'est une violence. Ouais. Donc, c'est des sujets tabous, on ne peut pas parler, on ne peut pas divorcer parce que... les parents ne veulent pas. Oui, les parents ne veulent pas. Donc, la femme est obligée de faire sa vie comme ça. Elle attend le jour où l'homme meurt, je touche le bois, je vais changer ma vie. Donc, c'est dur. Le quotidien est dur, comme c'est dur aussi pour les hommes. C'est quand même pénible pour une femme d'en arriver jusqu'à ce point, de souffrir jusqu'à un tel point où tu te dis à un certain moment, j'attends qu'il meure pour pouvoir mieux respirer. Généralement, c'était comme ça avant. Il y a beaucoup de pessimisme dans ce qu'on dit. Donc, je pense qu'il faut aussi peut-être proposer des solutions. Comment aider ces femmes-là à s'en sortir et ne pas subir ces choses-là, ou alors les contrecarrer. Je pense que la femme doit être indépendante. Il faut les aider, on doit les aider, en tout cas, ces femmes-là, à devenir autonomes. Parce qu'à partir du moment où la femme est autonome... Alors, quand tu dis, oui, autonome financièrement... Voilà. Parce que quand on dépend de quelqu'un, c'est difficile de partir. C'est l'homme qui ramène à manger, c'est l'homme qui paye le loyer. Mais si on est autonome, on a peur de pas grand-chose en gros. Je pense que ce serait plus facile. Il faut les aider à être autonomes financièrement et être indépendantes. Et aussi à tenir tête, quoi. Faut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut pas accepter. Non, mais c'est vrai, même dans la religion, c'est vrai qu'en Afrique, on est majoritairement issu de la religion musulmane, mais la religion musulmane ne dit pas ça.
elle met justement, les femmes ont beaucoup de droits qu'elles ignorent par rapport à la religion. Il y a beaucoup de pessimisme dans ce qu'on dit. Donc, je pense qu'il faut aussi peut-être proposer des solutions. Comment aider ces femmes-là à s'en sortir et ne pas subir ces choses-là, ou alors les contrecarrer. Je pense que la femme doit être indépendante. Il faut les aider, on doit les aider, en tout cas, ces femmes-là, à devenir autonomes. Parce qu'à partir du moment où la femme est autonome... Alors, quand tu dis, oui, autonome financièrement. Voilà. Parce que quand on dépend de quelqu'un, c'est difficile de partir. Malgré tout ce qui est mis en œuvre par les différentes associations et organisations, les violences faites aux femmes sont en augmentation. Qu'est-ce qui explique cela? Ici, c'est de plus en plus dur pour tout le monde. La crise économique. La crise économique, parce que je pense que ça doit jouer, mais c'est, comme je dis encore, c'est pas une excuse. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les violences faites envers les enfants. Les enfants, justement. Les enfants qui en souffrent, et ça a des répercussions sur leurs études. Ce qui a manqué dans notre dispositif, dans le dispositif actuel, je ne dis pas qu'il n'est pas, dans le dispositif global français, ça n'existe pas. Il manque des structures du genre pour écouter nos femmes, nos sœurs, nos mamans qui sont venues dans ce cadre-là, qui vivent sur un autre territoire, qui ne comprennent pas forcément la langue du pays, qui n'ont pas accès à tous les droits, qui ne peuvent pas se l'interpréter. Il manque de les accompagner et de faire le lien avec les structures françaises qui existent dans ce domaine. Que tu dois aller porter plainte à la police, que ce n'est pas être contre son mari de le faire, et que c'est vraiment pour un dossier qu'il faut le faire. Tout ça, ça a du mal à passer. En réalité, les femmes ont des difficultés à pouvoir absorber tout cela, alors que chez nous, quand tu en arrives à la police, c'est fini. On n'en parle plus. Quand une femme porte plainte contre toi, ça veut dire vraiment que cette personne ne t'aime pas. C'est fini. Madame Camara. Bon, moi, je pense franchement qu'on subit des violences. Mais à un moment donné, il faut parler à nos sœurs aussi, à nos sœurs pour diminuer cette violence. Parce que tu sais que tu n'aimes pas un homme, c'est parce que juste on te dit que la personne est en Europe, tu acceptes le mariage et tu viens. La première des choses, dès que tu viens, tu vas chercher le bureau des assistances sociales. Hein? Comment faire pour divorcer, comment faire pour être femme seule, pour bénéficier des droits. Tant qu'on fait ça aussi, et les hommes vont être violents. Cette partie, on avait souhaité avoir une avocate sur le plateau. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous. Mais je vais quand même poser la question à nos invités pour voir ce qu'ils en pensent. Sur le plan juridique, est-ce que les pouvoirs publics ont pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette situation? Je pense que la France, juridiquement, fait évoluer son pays en fonction de la mentalité de ses populations. Ça concerne certains de nos compatriotes aussi. Mais je ne dis pas que c'est pas une fin en soi. Cependant, malgré tout, il y a des femmes qui tombent sous le coup de leur mari. Malgré tout, il y a des femmes qui sont encore en marge de la société. Malgré tout, dans ce lot-là, on compte le maximum d'analphabètes. C'est un ensemble. La législation, oui, pour sévir, mais aussi la sensibilisation, la formation, l'éducation. Je crois que c'est les trois mamelles. Législatif, scolaire et sociétal. Donc, ces trois valeurs-là prises ensemble, et ce défi est tout simplement un défi de l'homme. Voilà. Moi, je pense qu'en France, ici, on est dans un pays de droit. Les femmes ont des droits. Il faut qu'elles se saisissent de ces droits-là pour se protéger et puis pour aller de l'avant. Et même si elles ne savent pas à qui se confier, il y a comme l'a dit Chamel, il y a des numéros de téléphone, il y a des associations qu'on peut contacter pour pouvoir être suivies et puis orientées. Donc, je pense que c'est la première chose à faire quand on est dans cette position-là. Chers invités, nous arrivons vers la fin de cette émission. Je vous demande les mots de la fin. On va commencer par Madame Chamel. Oui, c'est peut-être finir avec mon portrait que j'avais commencé dans le Sahel, cette grand-mère qui conseillait, et cette maman, cette épouse, cette jeune fille. Voilà, c'est cette femme que j'aurais aimé voir continuer ce travail-là et poursuivre ce rêve-là. C'est cette femme qui a aussi été à l'école aujourd'hui, qui connaît la loi, qui n'a pas oublié d'où elle vient. Et l'avenir est en ce prix.
est à ce prix. Et je crois qu'il ne faut pas surtout du tout désespérer. Désespérer parce que c'est vrai, aujourd'hui c'est difficile. La situation du monde nous l'invite à cela, mais nous avions des valeurs dans lesquelles nous puisons. Et aujourd'hui, on peut se servir de la modernité pour avancer. L'immigration n'est pas une fin en soi. Le retour est toujours le but idéal, mais le retour peut se faire aussi par plusieurs autres générations. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e génération. Et j'espère qu'elle relèvera les défis que nous n'avons pas pu relever. Merci. Voilà. Moi, je voudrais juste rendre hommage à ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a donné cette force pour combattre la vie de tous les jours. J'espère que j'ai transmis aussi à mes filles. J'ai 4 filles, j'ai pas de garçon, donc j'espère leur avoir transmis les bonnes choses. En tout cas, je le souhaite, en tout cas pour l'avenir. Et moi, j'invite toutes les femmes à se battre. Il faut se battre dans la vie. Hein. Rien n'est invincible. Quand on frappe, quand on pousse les portes, tout peut se faire. Voilà. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour le Reflet Diaspora d'aujourd'hui, votre nouveau rendez-vous avec ceux et celles qui ont décidé d'aller vivre ailleurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.